Allez, bienvenue sur Full Court Interview. J'ai la chance de recevoir Nicolas Lang. Salut Nico. Salut Fabien. Comment ça va? Ça va, merci d'être venu jusque dans le Haut-Rhin. Merci à toi de nous accueillir chez tes parents. Ouais, exactement. C'est un vrai plaisir d'être là, un vrai plaisir de voir où tu as commencé le basket, c'est bien ça? C'était ici? C'est pas exactement ici parce qu'on a déménagé il y a 4 ans ici. Ok. Moi j'ai commencé un peu plus loin, mais on est à Redisheim, mais exactement la même ville où j'ai grandi, donc ça me fait plaisir. J'ai pas eu beaucoup de jours, tu vois, donc heureusement que t'es venu, quoi. Bon, ça me fait plaisir. Attends, il n'y a pas de souci, on se connaît assez pour que je vienne, il n'y a pas de souci. Nico, on va commencer directement dans le dur, entre guillemets, une saison compliquée, c'était à Limoges. On va commencer par ça, par parler de ta saison. Donc tu t'as joué à la SIG il y a quelques jours en arrière avec une défaite, malheureusement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe cette année, comment ta saison se déroule? Ouais, pour l'instant c'est sûr que c'est pas la saison qu'on attendait. Je pense moi le premier, mais que ce soit les joueurs, le staff, le club. Donc maintenant j'ai aussi assez d'expérience pour savoir qu'il reste plus de la moitié du championnat à jouer et j'espère qu'on va réussir à redresser la barre sur la deuxième partie de saison et à essayer de finir fort. Ouais. Maintenant il reste plus de la moitié à jouer, je le disais, mais il va vite falloir qu'on s'y mette. Je pense qu'on a beaucoup de choses à améliorer et voilà, moi le premier, à moi d'être meilleur, à l'équipe d'être meilleure et je crois encore qu'on peut faire quelque chose de bien, mais faut pas perdre de temps. Ouais, je t'ai vu sur certains matchs jouer jusqu'à 40 minutes, donc c'est beau. Hein. Ah, on a des blessés, ouais. Ça, c'est beau. On en parlait avec Thibaut sur les émissions, on devait jouer 40 minutes, on se disait, ouais, Nico, 40 minutes propre. Franchement, propre, félicitations. Mais au-delà de ça, tu as retrouvé aussi Hugo, Hugo Invernizzi, qui est revenu à Limoges, hein, du coup, qui a déjà fait un passage. Qu'est-ce que ça te fait de jouer avec lui, de jouer avec un ami? Parce que c'est un ami à toi, en fait, au final. C'est un ami, mais tu sais, c'est différent, parce que bien sûr, c'est un ami, mais quand. Il y a toujours cette. On arrive à dissocier. Ouais. Tu vois, quand t'es en club, je veux dire, des fois, je m'engueule avec Hugo sur le terrain de la même façon que ce soit lui ou un autre coéquipier et vice-versa, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes relations quand on est en Alsace ou quand on est à Limoges, tu vois. Ouais. Oui, ça reste un ami, mais je pense qu'on est des grands garçons pour faire la part des choses. Moi, Hugo, je m'en fiche de jouer avec lui parce que c'est un ami, tu vois. Je suis plus un poussin, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je sais ce qu'il apporte au jeu, je sais sa qualité technique, son QI basket. Et en fait, moi, c'est simplement pour ça que j'aime jouer avec lui au final. Ouais, je pense qu'après, il apporte énormément sur le jeu et on le voit sur vos matchs. Il est sur toutes les lignes de stats, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Il apporte énormément. Toi, tu apportes quand même beaucoup au scoring. Et on va revenir forcément, tu t'en doutes, sur ton record. Parce que tu as quand même battu Eric Mikou, du coup, sur le nombre de tirs à 3 points marqués. 756, c'était le record. Tu as combien maintenant? Je sais pas, j'ai pas regardé. Plus de 800, je pense quand même. Mais vu que c'était il y a plus d'un an maintenant. Ouais. Mais oui, pour revenir sur Hugo, comme tu disais, tout ce qu'il apporte en dehors du scoring, je pense que maintenant j'ai pas exactement vu, mais sur le début de saison, je crois que c'était quasiment une des meilleures étoiles du championnat. Il était très haut là-dessus. Il était dans le top 5 sur les 5 premières journées. Ouais, c'était voilà. Alors bien sûr après tu descends peut-être un peu. On a encore une fois on n'a pas performé en tant qu'équipe et c'est aussi quelqu'un qui a besoin du collectif et le collectif a besoin de lui. Mais voilà, il apporte énormément de choses et ça reste un super joueur, shooter à 3 points également et qui d'ailleurs est dans le top 5 de l'histoire de la NBA aussi, quoi. Exactement. Donc lui top 5, toi top 1. Ouais. On a passé les 800 cette année. Moi, il y a quand même une stat qui m'affole. Si on prend l'ensemble de tes saisons, tu as plus de 40% de réussite à 3 points. Ouais. Tu as fait des saisons à plus de 45% de réussite à 3 points. Tu commentes les matchs maintenant pour les Ligue 2 ou même pour la NM1. Et on dit souvent que quand un joueur a plus de 30% de réussite, c'est un bon pourcentage de réussite. Comment toi, Nicolas, tu fais pour aussi à 40 ou 45%? C'est fou en fait comme résultat. Bah, je pense que déjà le pourcentage, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a entre guillemets intéressé. Ça veut dire, parce que j'ai toujours dit que si tu t'intéresses trop au pourcentage, il y a plein de shoots que tu vas pas prendre. Ouais. Tu vois, c'est combien de shoots en fin de possession. Tu prends pas si t'es à te soucier de ton pourcentage. Enfin, tu vois, je préfère shooter à. Alors, il y a aussi une limite à pas dépasser vers le bas, tu vois. Mais je préfère shooter à 35% en étant agressif et en shootant 6, 7, 8 fois par match que shooter à 50 en shootant 2 fois, quoi. Tu vois, c'est logique. Il y a des matchs où, tu vois, à Gravelines, j'ai fait 2 sur 2.
Je suis sorti frustré. Ouais, je suis frustré, clairement. Parce que tu te dis, c'est quand même dommage d'être à 100% et de shooter 2 fois, quoi, tu vois. Bah, c'est clair. Surtout que t'es un shooter. Exactement. T'es un shooter. Ton rôle, c'est de shooter, entre guillemets, même si t'apportes beaucoup plus sur le terrain. T'as ce rôle de capitaine aussi à Limoges qui apporte énormément. Mais du coup, comment tu gères cette frustration quand, je sais pas, par exemple, tu prends que 2 tirs sur un match alors que t'es ciblé maintenant, de toute façon, je le prends mieux qu'avant. Ça veut dire que j'essaie toujours de me dire que le match il est long et que ça peut tourner, il faut être prêt. Et généralement, c'est aussi l'expérience qui parle, c'est que, et des fois, c'est pas parce que je te le dis là tranquillement dans un podcast que j'arrive à le faire exactement bien tout le temps. Et j'ai exactement des exemples de cette année où je pense que je l'ai très très bien fait et du coup sur les shoots importants de fin de match, j'ai réussi à les mettre parce que justement je me suis pas frustré et j'ai réussi à rester dans mon match et quand la balle est venue, même si c'était des shoots compliqués, j'ai réussi à les mettre. Et d'autres moments où tu vois t'es plus frustré, t'es plus voilà, ça t'énerve et comme par hasard quand au final après t'as la balle et qu'elle arrive enfin, et tu sais, t'es un peu sorti de ton match, quoi. Ouais, du coup, le tir est plus compliqué, tu le mets pas, t'es pas aligné. Non, des fois, il est même plus facile, hein. Ouais, il est plus facile. C'est juste que tu le mets pas. Ouais. Et ça, c'est juste avec l'expérience. Et quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup de moments où tu sortais un peu de ton match dès que ça allait pas dans ton sens. Maintenant, on va dire que ça reste un vrai travail mental, c'est jamais simple, mais j'arrive à le faire de mieux en mieux avec l'expérience. Est-ce que, alors c'est une question un peu tricky, mais tu as 35 ans maintenant, est-ce que c'est plus compliqué de trouver des tirs ouverts à 35 ans quand tu en avais 20 ? Ou est-ce que l'expérience t'aide à les trouver ? Clairement. Non, c'est... Mais après, l'expérience t'aide à les trouver. Ouais. Mais à 20 ans, tu joues dans une équipe, j'avais Blake Shield, on a fait le triple avec Chalon à 22 ans. En soi, je savais que si j'étais à 45 degrés, je remontais du corner, je remontais à 45 degrés, Blake Shield jouait un pic. J'avais 4 chances sur 5 d'avoir un shoot, tu vois. Pas tout seul, parce que les gens savaient quand même que j'étais un shooter, mais t'étais pas... Oui, t'es pas le Nicolas Lang de maintenant où t'es ciblé. Voilà, tu savais que tu pouvais... Et c'était pas le même jeu, c'était pas le même... Il y avait plus d'espace, le tir à 3 points était pas autant défendu. Tu vois, que maintenant, toute cette histoire de... Maintenant, on sait que le tir à 3 points, c'est super important et que t'as des équipes qui basent clairement tout leur jeu là-dessus. À l'époque, on se disait quand même, s'il prend un shoot à 3 points... ça fait un shoot à 2 points en moins, quoi, tu vois, c'était limite ça. Alors que maintenant, c'est un peu limite l'inverse, quoi. Ouais, maintenant, tu vas chercher la possession pour le tir à 3 points, du coup, qui a fait changer un peu le basket aussi dans cette évolution-là. Et du coup, comment tes coéquipiers vivent le fait que tu sois, entre guillemets, cet aspirateur à ballon, même si c'est pas le cas, parce que t'es pas un mangeur de possession, mais t'as quand même beaucoup de ballons qui arrivent pour des tirs. Comment ils le vivent, tes coéquipiers ? Non, je pense pas cette année, tu vois. Honnêtement, je pense que sur tu vois, tout ce qui est shoot à la minute, les trucs comme ça, je suis pas haut. Hein. T'es pas haut. Ouais. Donc je pense que mais est-ce qu'ils travaillent pour toi par rapport à ça ? On va dire que j'attire la défense, et après ça ouvre beaucoup de beaucoup de possibilités pour les autres. Après, c'est juste réussir à trouver le juste milieu entre, tu vois, je pense qu'une bonne équipe, c'est ça, c'est réussir à des fois servir de l'heure, mais pas faire que ça non plus. Et l'inverse, c'est aussi vrai, tu vois. Justement, ouvrir des espaces pour les autres. Toutes les bonnes équipes dans lesquelles où j'ai joué, il y avait toujours cette histoire de balance, par rapport à tout ça, quoi. Aujourd'hui, quand je vois tes matchs, peu importe le match, tu as vraiment une défense ciblée sur toi. C'est assez fou. Moi, tu vois l'évolution au fur et à mesure des années. Quand tu regardes tes matchs précédents sur les années, tu vas sur YouTube et tu regardes un peu les matchs, tu vois que les défenses te collent de plus en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te gêne vraiment dans ton jeu ? Tu vois, d'avoir ce défenseur qui emboîte sur toi, en fait, du début à la fin ? Ouais, je pense que tu prends l'habitude. Tu prends l'habitude et... Tu vois, pour les jeunes joueurs aujourd'hui qui jouent, comment tu peux gérer ça, en fait ? Non, moi je pense que tu prends l'habitude et il faut réussir à... Alors j'ai aussi, tu vois, l'entraînement, j'ai quelqu'un comme Mamadou Guissé, qui est un bon défenseur, qui est physique. Tu vois, je vais rarement m'énerver à demander des fautes, ou tu vois, parce que je sais qu'en match, ça va être à peu près pareil. Et voilà, je dis pas que tous les jours je suis de bonne humeur à l'entraînement, tu vois, mais la plupart du temps, j'encourage le gars qui défend sur moi à être agressif, à coller. Enfin, s'il y a trop de shoot ouvert à l'entraînement, ça m'inquiète, quoi. Tu vois, c'est pas... Ouais, puis je pense que c'est pas productif pour ton entraînement. C'est pas productif. Ouais. Et maintenant, oui, c'est quelque chose sur lequel... Et c'est une marque de respect aussi, donc moi, ça me dérange. Je veux dire, quand j'arrêterai le basket,
des matchs avec des duels contre des joueurs. Je ne retiendrai pas que les meilleurs matchs, en fait. Je retiendrai les matchs où tu sais que le joueur adverse, il était concentré sur toi, tu as réussi à trouver des shoots, t'en as mis, t'en as loupé, mais au moins, tu vois, c'est un peu les cicatrices des batailles, tu vois. Et tu sais quel défenseur tu respectes le plus, tu sais quel défenseur te respecte toi aussi, tu vois. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et justement, si tu prends un peu ces défenseurs ou tes coéquipiers, qu'est-ce qu'ils diraient de Nico Lang aujourd'hui? Je sais pas. Honnêtement, je pense que les défenseurs, il y a beaucoup de gars pour qui j'ai du respect, et vice-versa. Moi, c'est pas le fait d'être aimé ou pas, tu vois, c'est juste, juste être respecté. Ouais. Et je pense que ils ont pas besoin de parler. Je vois comment les défenses adverses s'organisent, etc. Tu vois, pour parler de mon record avant, l'année dernière, on était à -20 à Strasbourg. J'avais un shoot à mettre à 3 points. Et t'en pas laissé tirer. Il faisait quasiment une boîte à l'autre bout du terrain. Ouais. Et tu vois, c'est des moments en fait où j'ai pas besoin de plus en fait, tu vois. Pour moi, c'est ton adrénaline, c'est ce qui te fait avancer en fait. Ouais, clairement. Et puis pour moi, c'est une marque de respect. Ouais, voilà. Si maintenant on vient un peu sur ton parcours en équipe de France, qui est un peu morcelé parce que du coup tu n'étais pas forcément sélectionné quand tu étais jeune, tu as été sélectionné un peu plus âgé. Là tu rentres d'une fenêtre internationale où tu as fait un très bon match, où tu as été utilisé sur le premier match contre la Belgique ouais. Et tu as moins été utilisé contre la Finlande. J'ai pas joué. Ouais, c'est ça. Moi je suis sympa, je dis moins utilisé. Mais comment tu vis ces fenêtres-là où c'est un peu des fenêtres. C'est un peu dommage parce qu'en fait, tu t'utilises juste parce qu'il y a des joueurs qui sont pas dispo, ce qui est un peu frustrant au final. Pour moi, c'est le jeu. Tu sais, faut l'accepter, le sport de haut niveau, c'est... Honnêtement, j'avais sorti un pourcentage, j'avais dit que c'est 80% de temps faible et 20% de temps... 10% de temps fort et 10% de temps exceptionnel. Okay. 80% peut-être que j'abuse un peu, mais dans l'idée, pour moi, c'est vraiment réussir à avancer malgré tous ces moments. Bien sûr, tout le monde aimerait aller en équipe de France, mais une fois que tu es en équipe de France, c'est cool, tu y es, mais tu as envie de bien jouer. Une fois que tu as envie de bien jouer, tu as envie d'aller faire les JO, tu as envie d'aller faire tu vois. Mais tu regrettes pas de pas avoir fait une campagne? Honnêtement, non. Parce que j'ai tout donné. Tu vois ce que je veux dire? Ça se voit, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Tu peux faire une campagne européenne, bien sûr, pas forcément les JO, tu vois, mais de te dire, putain, je fais une campagne européenne avec mes potes. Est-ce que je me dis que j'aurais pas pu le faire, que j'ai pas le niveau? Tu vois Andrew qui fait les campagnes, par exemple. Bien sûr, mais tant mieux pour lui, je suis content pour tous ces gars-là. Moi, bien sûr, tout le monde a envie de jouer pour l'équipe de France, mais ça veut aussi peut-être dire moins de temps avec mes enfants. Ouais, tu vois, il y a aussi plein de trucs qui rentrent en compte. Et moi, je suis pas autant, je suis très compétitif, très ambitieux sur ça et ça, mais une fois que l'échéance elle est passée. Tu vois, je me dis pas et si et ça, enfin tu vois, si j'avais mieux joué à ce moment-là, est-ce que j'aurais... Des fois c'est aussi des choix de coach, et tu vois, l'épisode de podcast que j'ai fait avec Vincent Collet, il explique clairement je vais prendre ce gars-là, s'il n'est pas forcément meilleur que lui, mais tu vois, au niveau de l'alchimie, etc. Et puis Vincent, il y a beaucoup là-dedans, j'imagine. Exactement, et puis tu vois, pour les fenêtres, c'est pas... tu viens parce qu'il y a aussi des besoins, et en fait, ça veut dire quoi faire une compétition internationale? Si j'étais dans un autre pays, je l'aurais fait depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi le vivier, pas dans les États-Unis, hein. Mais enfin, tu vois, on est d'accord. Mais dans un autre pays, j'ai joué avec des gars dans des clubs qui font des compétitions internationales chaque été. Ils sont pas plus heureux que moi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Après, on sait qu'en France, on a quand même une équipe nationale qui est reconnue. Et moi, c'est plus pour l'expérience que je te pose la question. Tu vois, de se dire. Bien sûr. Tu vois, tu vas aller jouer à Jokic, par exemple. Tu vas aller jouer à Doncic ou c'est quand même autre chose. Et quand t'es un compétiteur, t'as toujours envie d'aller au plus haut niveau, jouer contre les meilleurs, etc., etc. Mais après, voilà, je sais que c'est un truc qui dépend pas que de moi. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux pas non plus refaire le monde. Non, mais je suis d'accord. Est-ce que tu penses que sur les prochaines campagnes, il y a des chances que... Aucune. Aucune. Okay. C'est très clair. Texto, aucune. C'est clair. Je pense pas que si tu n'es pas à 32, 33, tu commences pas à faire les premières. 35. En plus, on a, avec le vivier du basket français, tu as encore des joueurs tu vois, performants. Tu vois, regarde Timothée Luwawu-Cabarrot. Ouais. Il y a encore un an, tu te dis, lui, pourquoi pas, il a la balance, et là, l'année d'après, il score 20 points en Euroleague. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça veut dire que tu as un tel vivier où. Et encore une fois, c'est pas moi ma valeur par rapport à ce que je pense de moi-même, tu vois. Il y a pas beaucoup. Oui, c'est une réalité par rapport à des joueurs qui sont autour de toi. Exactement. Mais par rapport à ça, justement, à toi de voir si tu as une réponse ou pas, franchement, il n'y a pas de souci, mais comment t'expliques, par exemple, que sur la dernière fenêtre internationale, il n'y ait pas de joueurs d'Euroleague? Ou peu de joueurs d'Euroleague? C'est à cause du calendrier? Il n'y avait pas de match, les joueurs étaient libérés. Ouais, mais je crois que... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on s'est vraiment posé la question. Ouais, mais je pense que par respect pour les joueurs en place, est-ce qu'ils n'ont peut-être pas voulu... Parce que sur le premier match, je crois qu'il y avait un match.
ou, Non, il me semble que tout le monde était libre. Après, je peux raconter des bêtises. Honnêtement, je veux pas m'avancer. Peut-être qu'il manquait la prépa ou exactement, peut-être manquer la prépa et peut-être que jusqu'à présent, ça s'est quasiment toujours bien passé. Tu vois, mon match en Finlande, je crois que c'est peut-être la première défaite. Non, c'est la deuxième défaite, tu vois, pour le coup. Du groupe, sur les fenêtres, etc. Donc, je pense que et ça permet à chaque fois, en plus, de voir des joueurs un peu plus jeunes. Je pense que c'est bien pour Fred Fautou de voir justement tout cet environnement de jeunes qui peuvent venir. Un Adirifi ou pas à un moment donné? Parce que ça aussi, on est en Alsace, il faut quand même qu'on pose la question. J'ai envie de te dire, pour moi tous les jours, tu vois. Tous les jours. Mais ça va pas dépendre que de lui. Ouais. Tu vois, ça va pas dépendre que de lui, ça va dépendre de ce dont a besoin l'équipe, tu vois, de plein de choses. Est-ce qu'il existe un monde où Nadir n'a jamais de rôle en équipe de France un jour? Possiblement. J'espère pas pour lui, parce que je sais à quel point c'est un bosseur, je sais à quel point. Mais après, il a quand même une certaine faculté à casser les portes. Ouais. Où honnêtement, je parierais rien contre lui, tu vois, que ce soit sur l'équipe de France, sur la NBA, parce qu'il a quand même une certaine faculté où dès qu'on se dit pourquoi pas là, peut-être la fin de l'aventure, tu vois. Il a quand même une faculté à aller chaque fois un peu plus haut. Ouais, c'était pas à chaque fois. Et à, on va dire, imposer son style aux gens, tu vois, qui force le respect pour moi. Tu le vois encore cette année, ce qu'il arrive à faire avec Paris, il est quand même franchise player, en gros, c'est lui qui a les clés de la baraque. Il fait quand même une bonne saison. Clairement. Avec des épisodes un peu névrosés au Real. Ouais, ça arrive. Mais il fait clairement une bonne saison. Non, c'est impressionnant à voir. Et puis comme tu dis, c'est un gamin qui arrive à pousser les portes. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça, c'est ce qui force le respect chez Nadir pour moi depuis petit, mais en fait, j'ai l'impression que ce gars-là, on le voit jouer depuis 10 ans, ça fait 3 ans qu'on le connaît. C'est ça en fait, quand tu vois qu'il joue en National 3 à la SIG il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ça qui est fou. Après, parti au Portel de mémoire, c'est ça. Et après, au Portel, tu te dis, un espoir c'est bien, mais en pro ça va être autre chose. Un petit rôle en pro, mais avoir un plus grand rôle ça va être autre chose. Et puis au final. Allez hop, c'est bon, il a eu de la chance, il va aller à Paris, Paris ça va être autre chose. Il arrive à sortir du banc et à être encore productif. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours. Et puis meilleur scoreur de l'Euroleague début de saison, etc. Et il step up à chaque fois, donc c'est intéressant. Il y aura toujours des gens qui, il y a des gens qui vont l'aimer, des gens qui vont le détester. C'est aussi, la rançon de la gloire, du succès. Et moi, je lui en souhaite beaucoup du succès. Clairement, il le mérite en tout cas. Clairement. Si on prend tes 15 dernières saisons, du coup, tu as quand même quelques titres à ton actif. J'imagine que tu as passé des très belles saisons comme des saisons plus compliquées. Qu'est-ce que tu retiens en fait en tant que joueur pro de tes 15 dernières saisons? Moi, je dirais le caractère. Dans le sens où, tu vois, pour moi, dans ce milieu, si t'as pas caractère, tu peux pas t'en sortir. Tu vois, avoir ce juste milieu entre écouter ce qu'on te dit, avoir quand même l'humilité pour, tu vois, prendre ce que tu as à apprendre de chacun de tes coéquipiers. Souvent, quand je te dis ça, tu vas penser au coach. Moi, je pense à un David Andersen, à Stéphane Rizaché, tu vois, ce genre de joueur, quand il me disait des choses, j'écoutais tout, tu vois. Les coachs, ok, mais pas tout écouter des coachs non plus. Parce que si tu écoutes, moi j'ai toujours dit, si j'avais écouté que ce que mes coachs m'avaient dit, je serais en N2 dans un corner. Tu vois ce que je veux dire? C'était Nico reste dans le corner. Clairement. Non, mais c'est ça, tu vois. Mais par contre, il faut pas non plus. Tu vois, il faut trouver le juste milieu. Pour moi, c'est trouver le juste milieu, montrer assez de caractère, mais quand même être quelqu'un. Tu vis quand même dans un milieu où t'as 10 coéquipiers, tu vois. Mais ça reste. Le basket actuel, ça reste un sport. Sûrement le sport collectif le plus individuel, tu vois. Et voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est la réalité des choses. Et pour moi, sur les 15 dernières années, moi, c'est là où je suis le plus fier. Avoir montré le caractère, avoir fait des belles rencontres, tu vois. Des moins bonnes, mais au final, ça passe aussi. Ça fait partie du jeu. Exactement. Et toujours, je pense avoir réussi à me projeter sur la suite en fait, que ce soit après une bonne ou une mauvaise saison, après une bonne saison, me dire bon allez, c'est qu'une au final, enchaîne, parce qu'il en faut une deuxième, il en faut une troisième, il en faut une quatrième, et sur une mauvaise saison, bon allez, ça fait une, allez remets-toi dedans, prends-toi quelques jours et passe à la suite. Si là, du coup, on prend ton contrat avec Limoges, tu es en contrat depuis. Tu as re-signé il y a 2 ans, c'est ça? Ouais. C'est ça, et ça fait 5 ans que tu es à Limoges? Ouais, c'est la 7e là. 7e année. Ouais. Si on remonte un tout petit peu avant que tu signes à Limoges, qu'est-ce qui t'a fait faire le choix d'aller à Limoges et pas aller dans un club d'Euroleague, par exemple?
Bah, tu sais, quand je vais à Limoges, je suis blessé. J'ai mon accident à la SIG. Je suis pas, je re-signe pas à la SIG. Et Limoges qui me fait une offre. Je suis encore blessé, tu vois, à ce moment-là. Ouais. J'ai pas beaucoup d'options. Limoges, c'est un club, une ville, tu vois, qui me font un peu peur. J'ai déjà eu des coéquipiers qui ont joué là-bas, qui t'en parlent pas forcément en positif. Bah, ils t'aiment ou ils t'aiment pas. Exactement. Et t'en as d'autres, C'est clair. et t'en as d'autres qui me disent du positif, tu vois, de la ville, de l'ambiance, du club, etc. Et au final, c'était un peu, un peu, tu sais, ce saut dans l'inconnu, dans le sens où, bon, allez, je pense que pour passer un cap, faut se mettre en danger. Et au final, je regrette rien, tu vois. C'est pas facile tous les jours, clairement. Ouais, Mais au final, c'est une ville à qui je vais toujours devoir, entre guillemets, quelque chose. Et jusqu'à mon dernier jour là-bas, j'essaierai tu vois, de gagner des matchs, d'essayer de rendre les gens heureux parce que je sais à quel point c'est important pour eux. Ouais. Et même si je contrôle pas toujours tout et c'est comme je disais, c'est pas toujours simple, ben voilà, j'essaierai. Mais ça, c'est fou de voir en fait les joueurs qui sont accrochés à Limoges, la façon dont ils parlent de Limoges. Quand on parle par exemple avec Frédéric Weiss, ce genre de choses, il te dit pareil. Il te dit en fait, la ville t'aime pour ce que tu es et te porte pour ce que tu es en tant que joueur. Et c'est ce que j'entends en fait dans ce que tu me dis. Mais est-ce qu'à un moment donné, là dans ta carrière, on va dire que tu es plus en fin de carrière qu'en début de carrière, et Dieu sait que je te souhaite de jouer encore des années. Hein. Pas de soucis, il faut appeler un chat un chat. Hein. Mais est-ce qu'à un moment donné, le fait de ne pas aller dans un gros club d'Euroleague, tu vois, je te parle même pas d'NBA, parce que je pense que tu n'as pas le jeu peut-être pour aller là-bas, et ça s'entend, mais pourquoi ne pas avoir une Nico Lang en Euroleague, tu vois? Moi, je m'imagine te voir jouer sur des grosses maisons, pas forcément des grosses maisons comme le Real, tu vois, mais un beau club, quoi. Encore une fois, c'est pas ce que je pense de moi qui fait me dire bon, maintenant, je pense que j'aurai jamais eu le niveau, ou tu vois, je pense que déjà, je pense que je peux m'adapter partout. Mais c'est juste des fois, c'est des moments de ta carrière où tu fais des bonnes saisons, t'as potentiellement envie de partir à l'étranger, mais finalement tu es encore sous contrat, ou simplement, allez, tu vois, il y a encore dernièrement, plutôt la saison dernière, mais tu vois, tu as une offre de l'étranger, et tu te dis, ouais, il y a 10 ans, j'aurais tué pour aller jouer à l'étranger. Mais là, tu es avec ta femme, tes enfants. Ouais, t'as la famille derrière. Tu vois, pour moi, c'est. Plus tu avances dans ta carrière basket, plus tu avances dans ta vie de famille, plus au début, le basket était le truc le plus important du monde. Plus c'est ta famille qui le devient. Maintenant, la famille est tout aussi importante. Et tu vois, je suis arrivé à Limoges pour le basket. Et sur les dernières années, le fait que ma famille se sente bien a eu autant de place dans la décision, tu vois, sur le fait de rester là-bas, quoi. Du coup, c'est bien, tu fais une super transition, mais je vais prendre un exemple déjà d'un ami à toi aussi, Léo, Westerman, qui joue en D2 espagnol, donc il fait une super saison d'ailleurs. En D2, il risque de jouer à la montée. On a eu Bertrand Taxanowski il n'y a pas très longtemps dans Full Court, et on lui a posé la question, Nico Lang à Mulhouse. Il m'a dit oui tous les jours. Je dis ok, je vais poser la question à Nico, parce que je suis moins sûr. Mais écoute, on sait jamais. Je veux dire, tu vois, c'est Mulhouse, j'ai toujours dit que c'était une ville de basket, tu vois, que tu commentes les matchs, tu vois comment ça se passe les matchs. Il y a déjà une super infrastructure avec le Palais des Sports. C'est une ville historique qui a déjà connu des grandes années. Moi, je viens d'ici. Tu sais jamais. C'est dans le basket, des fois, 5 mois avant d'arriver à Limoges, tu m'aurais dit, allez, dans 5 mois, tu vas jouer à Limoges, je t'aurais pas cru, tu vois. J'aurais dit, mais dans quel monde tout peut s'imbriquer pour que les joueurs qui sont sous contrat ne le soient plus que moi et qui je suis à Strasbourg actuellement. Enfin, tu vois, comment impossible, tu vois. Et derrière, il y a des choses qui se passent. Enfin, tu vois, ce milieu est tellement imprévisible que voilà. Et puis, c'est toujours été une ville qui me tient à cœur. Si un jour je peux essayer et que ça peut se faire, écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce que du coup, on va basculer un peu sur le côté business. Là, tu fais partie de Mulhouse déjà, donc tu es actionnaire, si je raconte pas de bêtises, c'est bien ça, donc tu es en train de restructurer le club. On essaye. C'est une vraie volonté en fait de ta part de continuer à te développer d'un point de vue business en fait, sur le futur de ta carrière et non pas que en tant que basketteur aujourd'hui. Ouais, après, tu sais, d'un point de vue business, un club de basket pour moi, c'est pas, je suis pas. Tu le fais par rapport au niveau du club, ouais. Je suis pas naïf, hein, c'est pas dire
Combien de gars ils arrivent, enfin, t'en vois beaucoup qui arrivent dans un club de basket qui mettent de l'argent et ils font x10, c'est pas la NBA, hein, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, après, je pense qu'il y a des choses intelligentes à faire, il y a plein de trucs à faire, il y a aussi. Oui, puis c'est pour l'amour de ta région. Exactement. Exactement, que ce soit du. On parle d'argent, mais il y a pas aussi de temps, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, et d'un point de vue business, c'est toujours. Même en dehors, tu vois, j'ai mes camps de basket, j'ai d'autres projets derrière. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Et quand je dis que je crois à la ville de Mulhouse avec le basket, je pense, bien sûr, on voit toujours l'équipe Fagnon, l'équipe première, mais je pense qu'on est une vraie région basket. Bien sûr. Et qui pourrait être mieux exploitée. Maintenant, pour tout un tas de raisons. Ils ont déjà récupéré des cartes France, etc. Donc, voilà, mais pour tout un tas de raisons, je pense que on pourrait encore faire mieux en Alsace, que ce soit au Rhin-Bas. On pourrait faire mieux, malgré le fait que tu as énormément de personnes qui donnent de leur temps pour qu'on soit déjà, je pense, une région réputée comme étant des bons basketteurs. Ouais, aujourd'hui, le Bas-Rhin est 6e département au niveau national pour le basket. On a à peu près, je raconte peut-être des bêtises, mais il me semble qu'on a 22 000 ou 24 000 licenciés sur les deux départements, et on est l'une des régions qui pesent le plus. Simplement, tu vois le nombre de joueurs qu'on sort et le nombre de joueuses qu'on sort, parce qu'il ne faut pas oublier les filles non plus. Hein. T'as Marie-Paul Daly qui est sortie, Marine Dursus, etc., qui sont des joueuses qui jouent maintenant à haut niveau, donc il ne faut pas oublier ça non plus. Si on revient justement et qu'on continue sur ce côté business, donc moi je t'ai connu par tes camps, du coup par LW camp. Donc il y a les camps, il y a la basket, il y a pas mal de choses. Tu fais des masterclass aussi. Ouais. Moi ce que je trouve hyper impressionnant, et j'ai vraiment envie que tu nous parles un peu de ça, c'est que généralement, il y a des joueurs, ils se réveillent à 35 ans et puis ils se disent « Ah merde, qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'est un peu ça. Toi en fait non, pas du tout. Tu as commencé à investir super jeune, tu as vraiment eu un développement et tout. Je trouve que c'est un exemple en fait pour les futurs joueurs. Un exemple, je sais pas, du coup ça te met aussi un peu la pression quand tu dis ça. T'as l'impression que les gens ils pensent que tu vas t'arrêter et tout va être... Tu vois, moi le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la presse, je prends ça un peu comme le basket. Je sais qu'il va y avoir énormément d'obstacles, tu vois, mais je pense que c'est ça ce que le sport de haut niveau t'apprend le mieux, c'est... La résilience. C'est et garder un certain mental et une certaine, on va dire, apprendre à danser sous la pluie, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Et je sais que ça va arriver. Encore une fois, je me dis pas, là j'ai vécu les années avec le plus de pression de ma vie et derrière tout va être tout rose. Le seul truc, c'est que quand, je pense, dans la vie normale, entre guillemets, quand tu fais ton métier, t'es moins, tout le monde te voit pas, il n'y a pas 5000 personnes qui viennent te voir bosser au bureau le lundi, tu vois. C'est la seule différence. Sinon, je sais que il y a de la pression, c'est pas aussi simple que ça. J'ai essayé comme pour mes matchs, j'essaie de m'entraîner du mieux possible. Là, j'essaie de le préparer du mieux possible. Est-ce que tout va être parfait? Clairement non. Tu vois, c'est pour ça que quand tu parles de restructuration du club à Mulhouse, je te dis jamais oui, et je viens donner des leçons à tout le monde en disant que ça va être facile et qu'on va le faire ici. Je vais te dire oui, on va tout faire pour, on va essayer. Il va y avoir des hauts, des très hauts, des très bas, tu vois. Mais je serai jamais le mec qui pense tout savoir en disant moi c'est facile, on va faire ci, un club de basket c'est facile à gérer. Non, c'est pas facile. Mais en fait je veux juste essayer de tout donner et voir jusqu'où ça peut aller. Et que si un jour je dois dire bon écoutez, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, j'ai pas réussi, serre la main et comme ça c'est la vie. Au moins j'ai essayé. Tu vois, après là quand tu reprends un peu Mulhouse, quand tu vois ce que vous avez déjà réussi à créer avec Mulhouse, avec les Mustangs qui viennent d'arriver, donc Willy Raneri qui a fait un gros job par rapport à ça, même au niveau de l'animation sur les salles et tout, parce que nous on est présents quand on commente les matchs, donc on voit en fait cette évolution de match en match. C'est intéressant de voir ce développement là. Mais au-delà de Mulhouse, de l'AP et de LW, c'est quoi la suite pour Nicolas aujourd'hui? Moi je pense que c'est un peu de tout ça. C'est un peu, tu vois, d'essayer de rester dans le basket, mais d'avoir quand même une certaine indépendance. Tu vois, dans le sens pourquoi j'ai pas, tu vois, j'adore le travail individuel, j'ai envie d'aider les joueurs à progresser, les plus jeunes, les moins jeunes, les pros, mais j'ai pas envie de faire revivre ma famille 15 ans tu dois aller signer là-bas, tu vas là-bas, et demain t'as plus de trucs, tu dois aller au Portel, de la Gravelines, tu dois aller à Toulon, tu dois aller à Chalon, enfin tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Et avoir cette part de... tu veux gagner en stabilité en fait. Moi je veux de la stabilité, mais quand même continuer à... Et au niveau, tu vois, autant, pourquoi j'ai pas fait d'Euroleague, pourquoi j'ai pas fait d'NBA, pourquoi j'ai pas fait d'équipe de France, mais je pense en termes QI basket et optimisation de mon potentiel de base,
je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire, tu vois. Ah, mais clairement, je on parle quand même d'un mec qui n'arrive pas à toucher le filet, tu vois. Non, bien sûr. Et des fois, il y a des matins, je me réveille et quand je marche, je me dis, mais je joue contre des avions de chasse tous les jours, quoi, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Donc en fait, tu vois, c'est de me dire si j'arrive à mettre ça au service de joueurs qui sont plutôt comme moi et que j'arrive à leur faire toucher du doigt leur rêve comme moi j'ai pu le faire, c'est une chose. Et d'autres joueurs qui ont des outils de base plus avancés, honnêtement, je pense que je pourrais les faire aller à très très haut niveau, tu vois. Ah, mais c'est bien d'avoir cette volonté de transmission justement aux jeunes. Et est-ce que tous tes plans en fait futurs vont s'orienter justement par les jeunes ou les joueurs un peu plus âgés, hein, mais vont s'orienter vers ce développement du joueur, vers l'accompagnement de la personne pour aller atteindre à haut niveau, ou est-ce que tu vas essayer de te diversifier un peu, parce qu'on a déjà parlé un peu de tes futurs business, mais est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, tu vas aller faire de la restauration par exemple, ce genre de Non, choses? ça sera dans un premier temps, ce sera sûrement dans le basket. dans le basket. On ne verra pas comme Boris Dio acheter des restaurants, des yachts et... Honnêtement, la restauration, ça a toujours été un truc, je pense, de sportif. Tous les sportifs c'est pour ça que je te pose la question. Tous les sportifs ont un peu ce rêve ultime, tu vois. Je pense que tu t'imagines aller dans un gérant d'un restaurant. Mais comme tu l'as dit, ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ça. Ça fait aussi bien longtemps que je parle à des gens qui me disent surtout n'y va pas. énorme bêtises, tu vois, que ce soit des gestionnaires des patrimoines, des potes restaurateurs, tu vois. Je sais aussi que c'est un métier à part et je pense que des fois, quand tu es sportif, tu as tellement cet esprit de compétition que tu as l'impression que n'importe quel domaine, tu te dis, bon, avec du travail, je vais réussir, tu vois. Mais il faut aussi avoir l'humilité, c'est l'humilité que je te parlais avant, de se dire, non, mais ça, c'est pas mon domaine, en fait, tu vois. Et c'est bien, tu as l'intelligence de la situation de le dire, quoi. Et c'est pour ça que moi, l'aspect entrepreneurial, mais dans le basket, ça me correspond plus, parce que je sais que sur l'aspect entrepreneurial, il y aura plein de trucs que j'aurai à apprendre, que j'apprends encore déjà tous les jours. Mais par contre, la partie basket, au moins, c'est quelque chose que je peux déjà un peu maîtriser, quoi. Merci Nico. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt, bonne continuation à toi. À bientôt. Allez, à plus.